Salut, c'est Content Antique de Bourgogne, je suis expert militaire à la Chambre européenne des experts conseils en œuvres d'art, et si tu collectionnes les badges de la Seconde Guerre mondiale, cette vidéo est faite pour toi. Pour faire suite à la vidéo des insignes Kriegsmarine et de la Luftwaffe, je vais vous faire une courte présentation des insignes de la HERE et on finira par l'arnaque de la semaine. Avant tout, je te rappelle encore que si les insignes allemandes sont un thème qui t'intéresse, de bien te renseigner avant un achat, les copies sont très bien faites. Pour commencer, je tiens à faire une petite précision. Dans le milieu de la collection, on mélange souvent la HERE et la Wehrmacht, alors qu'il faut bien faire le distinguo. La HERE fait partie de la Wehrmacht. C'est uniquement l'armée de terre. Alors que quand on emploie le terme Wehrmacht, il regroupe la Kriegsmarine, la Luftwaffe et la HERE. J'entends souvent le terme Wehrmacht comme s'il s'agissait uniquement de l'armée de terre. D'ailleurs, je vous partage un petit coup de cœur pour les passionnés d'histoire. De toute façon, si vous êtes intéressé aux insignes, vous êtes forcément passionné d'histoire. Le livre, c'est La Wehrmacht, la fin d'un mythe, par Jean Lopez. C'est un beau pavé d'environ 500 pages qui s'attaque aux idées reçues qu'on a sur l'armée allemande. Comme par exemple l'histoire des Panzers qui traversent les Ardennes en 1940, de plusieurs événements qui ont marqué la guerre, comme pourquoi Hitler a-t-il laissé échapper la victoire à Dunkerque. Il traite également du côté économique et tactique. Je vous le recommande pour cet hiver. Petit rappel historique. La HERE est créée le 21 mai 1935 et dissoute en mai 1945. Elle est l'héritière directe de la Reichswehr, c'est-à-dire de l'armée de la République de Weimar. En 1939, l'armée envahit la Pologne, déclenchant ainsi le conflit, et la HERE est à l'avant-garde de cette offensive avec 3,5 millions de soldats. En 1940, elle envahit la France avec sa tactique de Blitzkrieg, capturant Paris et forçant l'armistice. En 1941, la HERE lance l'opération Barbarossa en envahissant l'Union soviétique. La veille de l'opération, elle compte 5,5 millions de soldats. Cependant, les combats acharnés et les conditions brutales sur le front de l'Est entraînent des pertes massives. La bataille de Stalingrad en 1942 et 1943 constitue un tournant décisif, où les forces allemandes sont assiégées et subissent une défaite majeure. À partir de 1943, la HERE est repoussée sur le front de l'Est par l'armée rouge soviétique, tandis que sur le front de l'Ouest, les Alliés débarquent en Normandie en 1944, amorçant la libération de l'Europe occidentale. La HERE est confrontée à une double menace des Alliés à l'Ouest et des Soviétiques à l'Est. Les combats deviennent de plus en plus féroces à mesure que les forces alliées avancent vers l'Allemagne. En mai 1945, l'Allemagne nazie capitule, marquant la fin de la guerre en Europe. La HERE est dissoute en conséquence, mettant un terme à son rôle dans l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire mondiale. Elle aura perdu 2 millions d'hommes sur le front ouest et 4 millions sur le front de l'Est. On va commencer par un premier insigne qui est celui des guides de montagne de l'armée de terre. En 1931, l'état-major allemand a le souvenir récent des combats dans les montagnes entre les Autrichiens et les Italiens en 1915. Il met en place la formation de chasseurs de montagne, les fameux Gebirgsjäger. Les instructeurs sont souvent d'anciens guides de montagne originaires des Alpes. Leur insigne est ovale, il est émaillé sur fond vert et à bordure blanche. En son centre, on peut distinguer le fameux Edelweiss, une plante symbolique rare qui ne pousse qu'en montagne. Pour acquérir l'insigne, il fallait être membre des troupes de montagne et avoir suivi avec succès le cours de guide de montagne. Nous avons le célèbre insigne des blessés, institué le 1er septembre 1939 par Adolf Hitler. C'est sûrement l'insigne de la HERE le plus distribué de la guerre. Il est copié de l'insigne de 1914 à quelques détails près. L'insigne est ovale et en son centre, on peut distinguer un casque d'acier modèle 35 avec svastika, posé sur 2 glaives. Le tout entouré d'une couronne de laurier. L'insigne existe en 3 échelons, le noir pour 1 ou 2 blessures, le modèle argent pour 3 ou 4 blessures et le rare modèle doré pour plus de 4 blessures. Bien entendu, pour pouvoir recevoir l'insigne, la blessure doit se faire face à l'ennemi. Un autre insigne très connu est celui d'assaut d'infanterie. L'insigne est un Mauser 98K avec sa baïonnette entourée de feuilles de chêne surmontées de l'aigle aux ailes repliées. La baïonnette n'est pas choisie au hasard sur le badge car il représente bien le combat au corps à corps. La condition d'obtention est qu'il fallait avoir pris part à un assaut en première ligne au cours de 3 journées de combats différentes. Il existe le modèle argenté pour l'infanterie et celui en bronze pour l'infanterie motorisée. Maintenant, voici l'insigne de combat des blindés. Les blindés seront une arme redoutable qui feront leur preuve dès l'invasion de la Pologne. Après la mise sur pied de divisions de Panzer dans la HERE et la SS, on décide de créer un badge pour ses membres. L'insigne est donné bien entendu aux équipages de chars de combat
mais aussi aux membres des transmissions, aux agents de liaison et aux membres des agents d'entretien et de réparation des véhicules. Enfin 44, il sera aussi attribué aux chasseurs de chars. L'insigne est argenté, de forme ovale, avec en son centre le fameux Panzer III, dessiné de 3/4, entouré de feuilles de chêne et surmonté de l'aigle aux ailes repliées. Le choix du Panzer III n'est pas anodin. Il représente la victoire éclair de 1940 lors de la campagne de France. Malgré son faible blindage et son faible armement, il sera judicieusement employé comme outil interarmes associant chars avec infanterie et artillerie. Mais ses limites seront atteintes en Russie face au fameux T-34 soviétique. Pour l'obtenir, il fallait bien sûr être membre d'une unité de Panzer et avoir participé activement à des combats lors de 3 journées différentes. Il existe également en modèle bronze pour les panzergrenadiers et les motocyclistes. On estime leur distribution vers les 200 000 exemplaires. Un autre insigne est l'insigne d'assaut général. L'insigne est argenté, de forme ovale, il représente une baïonnette de Mauser 98K avec une grenade à manche surplombée par l'aigle aux ailes repliées, entourée par une couronne de feuilles de chêne. Il est décerné aux membres de la HIR qui ne peuvent pas obtenir celui de combat d'infanterie et celui des panzers, comme par exemple les artilleurs ou encore les sapeurs qui avaient participé aux affrontements au cours de 3 journées distinctes. On compte 140 000 insignes. Maintenant, l'insigne de DCA de l'armée de terre, appelé aussi l'insigne de flak. Après la campagne de France, le haut commandement allemand constate que l'armée de l'air, qui s'occupe du matériel de la défense antiaérienne, ne fournit pas assez de canons de qualité à la HIR. En effet, la Luftwaffe fournit surtout de l'équipement léger comme des mitrailleuses qui ne sont pas appropriées à la défense antiaérienne. Le commandement de l'armée de terre met alors sur pied sa propre formation de DCA avec de l'artillerie de campagne, des mitrailleuses de 20 mm et leur propre canon de 88. L'insigne est le même que celui de la Luftwaffe, il y a juste l'aigle qui change. Il est maintenant avec les ailes repliées. Je te rappelle juste que si tu ne connais pas l'insigne du modèle de l'armée de l'air, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet. Les conditions pour l'obtenir sont être membre de l'armée de terre et avoir détruit ou participé à la destruction d'un avion. En 1940, on passera à 5 avions. Avant de passer à l'arnaque du mois, je te rappelle que je suis présent aussi sur Instagram où je poste pas mal de publications sur le Mitaria, ainsi que mes dernières nouveautés. Et tout nouveau, je suis aussi présent sur TikTok. Maintenant, nous allons parler de l'arnaque du mois. J'ai constaté depuis un certain moment sur les réseaux une recrudescence des anneaux SS. Alors d'abord, il faut bien faire la différence entre un anneau acheté en foyer, qui est Fantasy, et un anneau officiel décerné de la SS. L'anneau officiel est en argent avec plusieurs runes et une tête de mort. Elle doit peser 15 grammes, doit avoir le nom du propriétaire, la signature de Heinrich Himmler ainsi qu'une date en chiffres et gravée à l'intérieur. Les copies de bagues sont très faciles à faire et de très bonne qualité. L'anneau d'origine connaît plusieurs fabrications et plusieurs variantes dans le design. Et malheureusement, les copistes les ont tous copiés. Si l'anneau ou la bague contient un poinçon d'argent, il peut être un modèle de foyer, mais la fabrication a continué après-guerre, donc aucune certitude. Si vous voulez un ouvrage qui vous en dira plus sur le sujet, je vous conseille The SS Totenkopf Rings de Craig Gottlieb, qui est un ouvrage assez complet sur le sujet. Malheureusement, il n'est qu'en anglais. Si vous avez une bague en stock avec un doute, tapez le nom du récipiendaire sur internet. Et si vous voyez votre bague sortir plusieurs fois, là vous avez votre réponse. De plus, je vous informe que les bagues SS sont extrêmement rares, mais bon, tout peut arriver. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, merci de partager et de mettre un petit pouce bleu. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux où je poste assez régulièrement. Visitez mon site internet si tu veux voir quelques pièces de Militaria. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner.